On s'était quitté en 1848 avec des peuples qui avaient pour volonté de disposer d'eux-mêmes, de créer leurs États, des changements politiques, mais une forme de restauration à nouveau forcée à partir de 1848, malgré des révolutions qui ont quand même permis de fissurer un peu certains États. On arrive dans une période qui est encore plus complexe de mon point de vue, avec énormément d'éléments. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On arrive dans la Seconde République et le Second Empire. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la difficile entrée dans cet âge démocratique, la Seconde République et le Second Empire de 1848 à 1870. Partie 1, les premiers succès. On arrive en 1848 avec des révolutions qui ont lieu de partout, et notamment une révolution le 22 et 24 février 1848 à Paris. On avait au pouvoir la monarchie de Juillet avec un Louis-Philippe d'Orléans qui était au pouvoir bien installé. Cependant, cette révolution entraîne sa chute. Une république démocratique va être proclamée le 24 février et un gouvernement provisoire va être institué. Une république démocratique, c'est lorsque le gouvernement se fait par le peuple et pour le peuple se sent souverain. Il suffira donc de 3 jours de révolution, de 1500 barricades dans Paris, entre le 22, 23 et 24 février 1848 pour que la monarchie de Juillet s'effondre. Le 24 février 1848, le roi Louis-Philippe abdique et c'est la Seconde République qui est proclamée à Paris. La mise en place du nouveau régime, elle s'opère dans un climat d'enthousiasme collectif et d'unité populaire. L'un des acteurs les plus importants de cette Seconde République, c'est Alphonse de Lamartine. Il est le ministre des Affaires étrangères et le véritable chef du gouvernement provisoire. Il va être aussi élu député au suffrage universel masculin entre 1848 et 1849, et il échouera seulement à l'élection présidentielle le 10 décembre, en récoltant seulement 17 000 voix contre 5,4 millions pour un certain Louis-Napoléon Bonaparte, mais on y reviendra plus tard. On réinstaure un certain principe avec cette révolution de 1848, que ce soit le drapeau tricolore, qui va remplacer le drapeau rouge de sang. Je vous laisserai ici un tableau très important par rapport à cela. On va aussi abolir l'esclavage dans les colonies, le 27 avril 1848. La loi, elle donne 2 mois aux populations pour libérer tous les esclaves. En Martinique, c'est 250 000 esclaves qui vont se révolter pour accélérer leur libération. Le soulèvement va être finalement écrasé dans le sang. Dans le même temps, on remet en place un vote, comme je l'ai dit, vote au suffrage universel masculin, donc seulement pour les hommes, seulement il n'y a plus de sens, on ne doit plus payer d'impôts ou avoir un certain montant pour pouvoir voter. C'est une ouverture, mais une ouverture qui s'ouvre seulement aux chefs de famille, à l'homme. Et enfin, il y a aussi des nouvelles révolutions d'un point de vue économique avec la mise en place d'ateliers nationaux. Ce sont des organisations destinées à fournir du travail aux chômeurs. L'État organise, fournit et paye le travail dans des grands chantiers, notamment des grands chantiers de reconstruction. Avant les élections, justement, pour revenir sur le gouvernement provisoire, je vous dis qu'Alphonse de Lamartine était ministre des Affaires étrangères. Un des acteurs clés de ce gouvernement provisoire qui est composé de 11 membres. Vous allez avoir différents courants politiques représentés dans ce gouvernement provisoire. On aura Alphonse de Lamartine qui lui est légitimiste, et on va avoir le socialiste Louis Blanc qui va être présent aussi dans ce gouvernement, ou encore le républicain radical Alexandre Ledru-Rollin. Très proche des milieux républicains et socialistes, l'écrivain aussi George Sand apporte un soutien sans faille au gouvernement provisoire par des articles ou encore des prises de parole. George Sand, pour faire un petit focus dessus, c'était, pour ceux qui ne le connaissent pas, une femme engagée en politique, une femme de lettres. De son vrai nom, Aurore Dupin, elle accueillera de nombreux artistes comme Chopin, Delacroix, Alfred de Musset.
Elle choquera par justement le fait de, par son nom d'autrice, d'écrire avec un pseudonyme masculin, de s'habiller aussi en homme, et ses fréquentations, notamment socialistes, avec Louis Blanc que j'ai cité plus tôt. Durant les premiers mois de la Révolution de 1848, où elle se rendra à Paris, elle retrouve énormément de ces personnalités qu'elle a côtoyées qui sont au gouvernement provisoire. De mars à avril, elle va publier énormément dans la presse et rédige anonymement une partie des articles du Bulletin de la République, l'organe du gouvernement provisoire. Elle fondera aussi un journal, La Cause du Peuple, qui finira par disparaître faute de moyens. Déçue par cette seconde république assez conservatrice, elle se retirera alors de la politique. Le gouvernement provisoire, en plus du droit au travail, en plus de l'abolition de l'esclavage, il mettra en place la liberté de réunion et de presse, ce qui stimule aussi la création de clubs et de journaux, comme l'a fait Georges Sand. Et cette instauration du suffrage universel masculin lui est due aussi le 5 mars, c'est une rupture aussi décisive par rapport à l'Ancien Régime. Le premier vote de ce suffrage universel masculin se passe le 23 avril 1848. La mesure constitue ici une innovation majeure. Elle fait passer le corps électoral de 240 000 électeurs à plus de 9 millions. On exclut les femmes de la citoyenneté politique et c'est largement accepté dans le pays. Le premier scrutin a pour but de désigner les membres de l'Assemblée constituante. Il a lieu donc le 23 avril 1848. La participation elle est massive, 83% des électeurs, lors d'un vote qui revêt un aspect communautaire marqué. Encadrés par les notables locaux, les Français se rendent ensemble sur les lieux de vote où leur suffrage se porte généralement sur le même candidat. Le scrutin est favorable aux républicains modérés, ceux de Lamartine. Ils emportent environ 500 sièges contre quelques 300 face aux monarchistes. Et seulement une soixantaine pour les plus radicaux et les socialistes, qui sont en fait les grands perdants de ce scrutin. Finalement, l'unité de février 1848, elle se révèle assez illusoire. Les désirs politiques s'avèrent contradictoires entre parisiens, ruraux, ouvriers, paysans, républicains ou conservateurs. Cela nous amène donc à notre seconde partie, les échecs de cette seconde république. Le faible score des socialistes et des radicaux aux élections d'avril 1848 est une profonde déception pour notamment les ouvriers parisiens. Le 15 mai 1848, l'Assemblée nationale est alors envahie par des manifestants socialistes dont certains veulent former un nouveau gouvernement. La garde nationale disperse la foule et arrête des meneurs tels que Auguste Blanqui ou Armand Barbès. Mais une révolte de plus grande ampleur éclate lorsque le gouvernement, dominé par les républicains modérés, annonce la fermeture des ateliers nationaux. Le droit au travail pour tous n'est plus garanti à partir de ce moment-là. Cela entraîne dès le 22 juin des révoltes avec les quartiers de l'Est parisien qui se couvrent de barricades. C'est ce que l'on appellera les journées de juin. L'Assemblée demande alors au ministre de la Guerre, le général Cavaignac, de mener la répression. Celui-ci va décider de rétablir l'ordre le 26 juin à la tête d'une armée de 50 000 hommes. Plus de 3 000 insurgés vont alors être tués, 11 000 vont être emprisonnés et 4 348 d'entre eux vont être déportés en Algérie. Le rêve d'une république démocratique et sociale disparaît. La rupture entre les ouvriers et la Seconde République est définitivement consommée. La Seconde République ne sera alors pas sociale. Lors de la Constitution du 4 novembre 1848, on confie le pouvoir exécutif à un président de la République élu pour 4 ans, sans possibilité de renouvellement de son mandat. Le jour de l'élection présidentielle, les candidats de gauche se présentent en ordre assez dispersé. À droite, ceux que l'on nomme les orléanistes, les partisans d'une restauration de la dynastie de Louis-Philippe d'Orléans à la tête du pays, eux adoptent Adolphe Thiers. Les légitimistes, quant à eux, forment le Parti de l'Ordre qui soutient la candidature d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte devient le premier président de la République. Il est élu avec près de 5,4 millions des voix, soit 74,5% des votants, contre seulement 1,4 million au candidat républicain Cavaignac et 17 000 pour Lamartine. Le peuple, majoritairement rural, a voté massivement pour Louis-Napoléon Bonaparte, candidat auréolé de la gloire napoléonienne de son oncle et partisan de la restauration de l'ordre. Les ouvriers, notamment parisiens, ont pour leur part sanctionné le général Cavaignac pour son rôle dans la répression des journées de juin 1848 dont j'ai parlé plus tôt. L'Assemblée nationale possède dès lors l'essentiel des pouvoirs dans la Seconde République. Les députés du Parti de l'Ordre mènent une politique conservatrice. Ils vont réduire le suffrage universel en 1850. L'objectif est tout simplement d'éviter que les ouvriers votent en masse.
Le président, Louis-Napoléon Bonaparte, désapprouve cette dérive conservatrice et antidémocratique. Il prend alors ses distances et cherche à faire réviser la Constitution, afin d'obtenir la prolongation de son mandat présidentiel. C'est un échec. La proposition est repoussée par l'Assemblée le 19 juillet 1851. Le coup d'État devient alors pour lui la seule alternative pour conserver son pouvoir. Il se déroulera, ce coup d'État, le 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de Napoléon en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805. Les opposants au régime sont arrêtés, l'Assemblée nationale est dissoute et le suffrage universel masculin est alors pleinement rétabli. Partie 3, une démocratie illibérale. Quelques semaines après le coup d'État du 2 décembre 1851, la Constitution du 14 janvier 1852 est promulguée. Sous une apparence démocratique, elle va instaurer une dictature au bénéfice du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. La dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. On en profite parce qu'il est nommé pour 10 ans, il concentre tous les pouvoirs, il détient seul le pouvoir exécutif, il a l'initiative des lois, il nomme les membres du Conseil d'État qui rédigent les lois et du Sénat, la justice elle est rendue en son nom, il possède le droit de grâce, il a vraiment tous les pouvoirs. C'est cela en fait qu'on appelle une démocratie illibérale, c'est un régime politique qui associe suffrage universel mais restriction des libertés. Sous Napoléon III, la démocratie, elle doit pour lui s'incarner en un seul individu qui demande aux citoyens de valider ses choix à travers notamment des plébiscites, l'ancêtre des référendums. Mais à la presse, elle doit par exemple voir sa liberté qui va être limitée car la presse ne représente qu'un seul groupe et non pas tous les Français. C'est ça comme ça que Napoléon III définit cette démocratie libérale. Le 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite montre que 7,4 millions d'électeurs, soit une écrasante majorité, approuvent justement ce coup d'État et acceptent que celui qu'on appelle le prince-président devienne empereur le 2 décembre 1852. D'ailleurs, la constitution que met en place Louis-Napoléon Bonaparte, elle est très inspirée de celle de 1799 qui a permis l'affirmation personnelle de Napoléon Bonaparte lors du consulat. L'empereur a la seule initiative des lois, ses ministres ne dépendent que de lui, le Conseil d'État certes prépare les lois, présente les lois devant le corps législatif, le corps législatif lui discute et vote les lois ainsi que le budget, le Sénat est le gardien de la Constitution, il peut la compléter par sénatus consultes, et le peuple, des hommes de plus de 21 ans, soit 9 millions d'électeurs, élisent seulement le corps législatif. Que ce soit le Conseil d'État ou le Sénat, c'est quand même deux chambres qui sont très importantes et qui sont nommées par l'empereur, en plus des ministres. En plus de cela, eh bien, l'empereur a le droit de plébiscite envers le peuple. Dès le lendemain du coup d'État, la répression, elle s'abat sur les opposants. C'est 20 000 personnes qui sont condamnées, dont 10 000 qui vont être déportées, soit en Guyane, soit en Algérie. Les libertés publiques, quant à elles, sont supprimées. La presse, elle est étroitement contrôlée par le décret du 17 février 1852. Un attentat perpétré par Orsini, le 14 janvier 1858, donne aussi une nouvelle occasion de renforcer l'arsenal répressif, avec une loi très importante du règne de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est tout simplement la loi de sûreté générale. C'est une loi qui permet de condamner sans procès toute personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation politique depuis 1848. Ça permet en fait tout simplement de emprisonner ou de condamner les opposants sans forcément avoir un procès pour eux. En effet, si sur les 10 dernières années vous avez eu un comportement suspect à l'égard du pouvoir, vous avez fait l'objet d'une condamnation politique, eh bien on peut vous condamner ou vous envoyer tout simplement en Guyane ou en Algérie. L'administration, dans le même temps, c'est aussi un instrument de pouvoir pour cette répression. Les effectifs de la police doublent et les pouvoirs des préfets dans les départements sont accrus. Dans le même temps, l'empereur rétablit le suffrage universel masculin, mais son usage est réduit à l'élection du corps législatif, comme je l'ai expliqué plus tôt. Il est en plus manipulé par la pratique de ce que l'on appelle la candidature officielle. Les candidats soutenus par le régime bénéficient de l'engagement total des pouvoirs républicains. Affiches blanches, menaces sur les autres candidats, corruption de fonctionnaires et d'électeurs, bourrage dans les urnes. C'est ainsi que lors des élections de février 1848, les candidats officiels remportent la quasi-totalité des sièges. Le pouvoir est clairement du côté de l'empereur. On est bien loin des multipartis, du pluralisme politique que l'on avait à la suite de la Révolution. En février 1852, les candidats officiels remportent la quasi-totalité des sièges. Dans le même temps, l'usage du plébiscite, c'est aussi un moyen pour l'empereur d'établir un lien direct avec les Français et de renforcer sa légitimité. C'est ce que l'on appelle le populisme, une pratique politique qui privilégie la relation directe entre le dirigeant et le peuple, tandis qu'il réduit les pouvoirs des corps intermédiaires et de la presse.
Ce Second Empire est donc bien une démocratie libérale. Il combine une quasi-disparition des libertés publiques avec une volonté affichée de respecter le pouvoir du peuple et de la démocratie. Partie 4, des oppositions intérieures et extérieures. Fuyant la répression ou refusant par la présence dans leur pays de légitimer le coup d'État, de nombreux opposants au Second Empire s'exilent. C'est le cas de l'historien républicain Edgar Quinet, qui se réfugie à Bruxelles, puis en Suisse, où il multiplie les écrits hostiles au pouvoir en place. C'est aussi le cas de Victor Hugo, qui passe l'essentiel de ses années d'exil dans les îles anglo-normandes de Jersey, publie en 1852 un pamphlet qui se nomme Napoléon le Petit. Il s'attaque frontalement à l'image de Napoléon III et contribue à fonder la légende noire du Second Empire. Les oppositions internes sont aussi présentes. Muselée dans les années 1850, l'opposition interne profite des premières réformes libérales. En mai 1863, le renouvellement du corps législatif enregistre une forte poussée des opposants, notamment des républicains. Majoritaires dans toutes les grandes villes, ces derniers recueillent les 2/3 des suffrages et l'intégralité des 9 sièges à Paris. Chef de l'opposition libérale, un certain Adolphe Thiers demande au pouvoir d'accorder les libertés nécessaires le 11 janvier 1864. Les élections de 1869 confirment la progression de l'opposition. Les candidats, qu'ils soient libéraux ou radicaux, comme Léon Gambetta, gagnent plus d'1,4 million de voix par rapport à 1863 et obtiennent 71 sièges. Sous la pression de ses opposants et afin de calmer l'opinion publique parisienne, Napoléon III libéralise le Second Empire et le fait évoluer vers un régime parlementaire. C'est les Senatus Consultes du 8 septembre 1869 et du 20 avril 1870. Senatus Consultes, c'est une loi qui émerge du Sénat. Il va confier le gouvernement à l'ex-républicain Émile Ollivier le 2 janvier 1870 et fait ratifier l'ensemble de ses mesures libérales par le plébiscite du 8 mai 1870. On a vraiment une évolution ici du pouvoir politique de par cette opposition à l'extérieur dans un premier temps, mais aussi à l'intérieur. Et on passe donc à notre dernière partie, partie 5, une politique de grandeur nationale. Malgré la volonté affichée lors du discours de Bordeaux en 1852 de favoriser la paix, Napoléon III multiplie les interventions extérieures. Le difficile succès remporté lors de la guerre de Crimée entre 1854 et 1858, avec notamment la victoire de Sébastopol en 1855, ainsi que l'organisation du Congrès de la paix à Paris en 1856, marque le grand retour de la France sur la scène européenne. Suivent des réussites en Italie en 1859 contre l'Autriche ou en Syrie en 1860 pour défendre les chrétiens. Le Second Empire agrandit le domaine colonial de la France. Il annexe la Nouvelle-Calédonie en 1853, il étend l'influence de la France en Afrique de l'Ouest, commence à imposer sa souveraineté en Cochinchine en 1859 ou en Cambodge en 1863. L'Algérie est pacifiée, mais face à l'opposition des colons, Napoléon III n'arrive pas à mettre en œuvre son projet de royaume arabe. Une expédition au Mexique entre 1861 et 67, où Napoléon III tentera d'installer un empereur allié, l'archiduc Maximilien d'Autriche, est un échec cinglant. Son but est alors de réconcilier avec l'Autriche, de contrebalancer la puissance des États-Unis en Amérique en faisant du Mexique une puissance économique dynamique et alliée, et d'édifier un canal transocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique. Cette guerre, longue et coûteuse, se terminera par un fiasco. Maximilien d'Autriche finira par être fusillé par les Mexicains en 1867. Enfin, Napoléon III, incapable de freiner la montée en puissance de la Prusse en Europe dans les années 1860, la défaite militaire du Second Empire contre cette dernière, la Prusse ainsi que ses alliés, entraîne la chute du régime et la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Mais cela, ce sera pour une autre fois. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous rappelle que tout le travail que je fournis ici est gratuit. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions dans les commentaires, je suis là pour ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Melicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.